Bonjour à tout le monde, je pense qu'on va pouvoir commencer. Est-ce que c'est bon pour vous, Julien? C'est parfait, je suis prêt. Ok, super. Donc bonjour à tous et à tous. Nous sommes ravis ce matin de vous accueillir pour ce WebTech spécial répondre à des consultations publiques avec l'IDUM, présenté par l'AIFE et par notre intervenant qui est Julien Ferré, qui est chargé de développement et de facturation électronique. Donc ce webinaire est organisé avec l'Intech et l'AIFE. Donc quelques règles de bonne conduite pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Donc, je vais inviter tout le monde à couper son micro et sa caméra pour le bon déroulement et ainsi vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, il y a une petite bulle qui se trouve juste en haut à droite de GoToMeeting. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Julien tout au long du webinaire pour qu'on puisse, Célia et moi-même, ma collaboratrice, y répondre en fin de session. Donc, le webinaire est prévu jusqu'à 10 heures, donc 45 minutes de présentation avec 10-15 minutes de questions-réponses. Voilà, on va faire le maximum pour rester dans le timing. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Julien sera disponible pour y répondre. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Julien reprend la main et très bon webinaire à tout le monde. À tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Je vais rentrer assez vite dans le vif du sujet puisque c'est un type de présentation qu'on effectue habituellement en 1h30, donc dans le double du temps dont on dispose aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez réussir à bien suivre. Je vais essayer de me focaliser uniquement sur les points les plus importants. Et après, on pourra toujours voir en questions-réponses pour approfondir en fait les éléments qui vous intéresseraient plus particulièrement et sur lesquels on serait passé un peu vite à votre goût. Donc, aujourd'hui, on va parler du DUM, le document unique de marché européen. Donc, simplement pour rappeler à tout le monde un petit peu ce que c'est, ce dont il s'agit. Le DUM, c'est un formulaire en fait qui intervient au niveau de la réponse administrative à un marché public. C'est-à-dire que si vous candidatez à un marché public, vous savez que vous avez une réponse administrative à faire qui vous permet de décrire votre entreprise et ses capacités, et une réponse technique en général qui vous permet de dire comment vous envisagez de répondre aux besoins de l'entité publique qui a passé le marché. Donc là, on va être sur la réponse administrative. Et le DUM est un élément, un formulaire en fait, qui va vous permettre de faire ce que faisaient jusque-là les DC1, DC2 et DC4 que vous connaissez peut-être, les anciens formulaires de déclaration. Le DUM va vous permettre d'effectuer votre déclaration sur l'honneur attestant de votre capacité à répondre au marché public auquel vous répondez. Donc pourquoi ça s'appelle le DUM? C'est un acronyme, c'est Document unique de marché européen. Et pourquoi européen? Parce que c'est un format en fait qui est unique et commun pour toute l'Union européenne. Donc ça a été conçu par l'Union européenne en concertation avec l'ensemble des États membres pour aboutir à un format qui puisse répondre aux besoins de tous les pays européens en termes de démarches administratives de ce type. Donc, la première question qu'on se pose souvent à ce sujet, c'est très bien, le DUM est l'équivalent européen et désormais aussi national de nos anciens DC1, DC2. Est-ce que son usage est obligatoire? Est-ce qu'on peut continuer à utiliser les DC1, DC2? Eh bien, c'est assez simple en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'utiliser le DUM. Donc, vous pouvez continuer à utiliser les DC1, DC2. Maintenant, vous allez voir, il y a des cas dans lesquels c'est quand même plus intéressant aujourd'hui d'utiliser le DUM, notamment parce qu'on est dans un contexte de dématérialisation des marchés publics et que contrairement au DC1, DC2, DC4, le DUM est un outil qui a été créé d'emblée dans un format adapté à la dématérialisation. Et puis, parce que dans certains cas, en fait, vous allez voir qu'on vous demande, enfin, des entités publiques vous demandent d'utiliser le DUM. Donc, dans ces cas-là, même s'il n'y a pas une obligation impérative d'utiliser ce format dans l'absolu, il est quand même de bonne politique de l'utiliser quand on vous le demande. Sinon, vous risquez de décevoir un petit peu l'entité publique à laquelle vous répondez. Et puis, il y a des cas où, même si on ne vous le demande pas, il peut être pertinent d'utiliser le DUM, et on va voir ça tout de suite, assez rapidement, puisque dans certaines conditions, le DUM est quand même plus efficace que les DC1, DC2. Et dans d'autres, on verra peut-être que les DC1 et DC2 le sont davantage. Donc,
L'objet de cette présentation, ça va être non seulement de vous présenter un peu comment utiliser le DUM pour faire vos réponses au marché public, mais aussi d'identifier toutes les situations dans lesquelles il est plus intelligent, un peu intéressant pour vous d'utiliser cet outil plutôt que les outils traditionnels. Donc, dans quel contexte on utilise le DUM? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, hein, je vais passer assez vite. Le DUM, il intervient à plusieurs étapes dans le processus de réponse à un marché public, à un appel d'offres. Donc, dans un premier temps, vous avez côté acheteur public, donc du côté de l'entité publique, un acheteur public qui va rédiger son appel d'offres et créer ce qu'on appelle un dossier de consultation qui sera ensuite publié pour être porté à la connaissance des entreprises. Dans ce dossier de consultation, l'acheteur public va pouvoir lui-même créer un DUM qu'on appellera DUM acheteur, puisqu'en fait, ça va être un DUM dans lequel il va sélectionner les informations, les questions auxquelles il veut que vous répondiez. Ça permet de cibler, puisque vous allez voir que le DUM étant un formulaire qui a été mis au point au niveau européen, et donc qui a été conçu comme étant le plus complet possible, dans lequel on peut trouver toutes sortes d'informations, en fait, ce qui aboutit à une longueur assez impressionnante du DUM par défaut. L'acheteur public donc va pouvoir d'emblée, lui, cibler en fait les questions auxquelles il veut que vous répondiez pour faire un DUM qui soit beaucoup plus restreint, beaucoup plus focalisé et qui vous permette donc de vous concentrer uniquement sur les points qui l'intéressent et d'éviter de perdre du temps à répondre à toutes les questions qui ne l'intéressent pas en fait. Donc d'emblée, l'acheteur va pouvoir constituer ce qu'on appelle un DUM acheteur, un DUM ciblé, qu'il va mettre dans son dossier de consultation. Il va publier ensuite l'appel d'offres à l'intérieur duquel il y aura tous les éléments constitutifs d'un appel d'offres et donc il y aura à l'intérieur ce fameux DUM acheteur. Et sur cette base-là, vous allez pouvoir prendre connaissance des marchés qui sont publiés sur ce qu'on appelle des profils d'acheteurs, c'est-à-dire des plateformes Internet, je vais y revenir tout à l'heure, sur lesquelles sont publiés tous les appels d'offres ouverts. Donc vous allez pouvoir prendre connaissance de l'appel d'offres, voir de quoi il s'agit, télécharger toutes les pièces, y compris le DUM, potentiellement acheteur. Et sur cette base-là, vous allez pouvoir faire votre réponse en tant qu'entreprise, en tant que maîtrise d'œuvre, en tant que n'importe quel type d'entreprise. En fait, tout le monde est concerné par ce processus. Donc à ce stade-là, vous allez faire votre réponse technique, votre réponse administrative. Et donc dans ce cadre-là, vous allez pouvoir compléter le DUM acheteur et en faire ce qu'on appellera du coup un DUM opérateur économique. Opérateur économique, c'est le nom un peu jargon juridique avec lequel on désigne les répondants aux appels d'offres qui peuvent être des entreprises, mais pas nécessairement. Donc, vous allez faire un DUM décliné finalement à partir de ce qu'aura fait l'acheteur, donc en répondant aux 2-3 questions qu'il vous a posées. Derrière, vous allez rendre tout ça à l'entité publique qui a passé l'appel d'offres, qui va pouvoir analyser votre réponse, donc à la fois sur le plan technique et sur le plan administratif. C'est là qu'ils vont regarder votre DUM. Et puis derrière, ça va conduire à l'attribution du marché au meilleur, celui qui sera identifié comme le meilleur sur tous les points évalués. Vous voyez que le DUM, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il peut intervenir au niveau de l'acheteur public s'il veut vous faciliter le travail en fait et se faciliter derrière aussi à lui-même le travail pour cibler un peu les questions qu'il veut vous poser. Vous pouvez alternativement aussi avoir des marchés où l'acheteur public n'a pas fait de DUM acheteur, ça arrive, c'est même assez fréquent encore aujourd'hui. Et dans ce cas, vous êtes libre de répondre quand même avec un DUM dans votre réponse administrative, c'est simplement qu'il ne sera pas ciblé. Donc, vous aurez soit à deviner à partir d'autres éléments quelles sont les questions que se pose l'acheteur public, soit à remplir l'intégralité du DUM. Donc, on va voir que ce n'est pas forcément dans ce type de cas-là que moi je vous recommande, je vous préconise d'utiliser le DUM, mais c'est possible. Sachez qu'on peut toujours utiliser le DUM dans tous les cas. Comment est constitué un DUM? Donc on vous a montré là sur cette planche un petit peu l'architecture du formulaire, ce qui vous permet de vous positionner un petit peu au moment où vous le remplissez. Donc il y a grosso modo 4-5 grandes parties dans le DUM. Une première partie qui normalement est complétée par l'acheteur public,
Ah, il y a quelqu'un qui a un écran blanc. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran là? Donc, vous avez une première partie qui concerne les informations sur le marché en fait et l'acheteur public. Donc ça, c'est pas à vous en tant qu'entreprise, en tant que maîtrise d'œuvre de le compléter. Normalement, vous pouvez quand même modifier les informations qui sont portées, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est à l'acheteur de le renseigner normalement. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui va reprendre en fait cette zone-là, mais pour donner des informations sur vous et sur les autres répondants au marché. On va voir en effet que quand vous répondez par DUM, hein, il faut que chaque co-traitant ou sous-traitant complète aussi un DUM. Donc vous, si vous êtes le titulaire du marché, mettons, vous allez déclarer dans votre DUM l'identité des différents sous-traitants avec lesquels vous travaillez. Et il faudra que chacun d'entre eux complète un DUM ou l'équivalent, hein, puisque, comme je le disais, ce n'est pas encore un format obligatoire, DC1, DC2, pour les joindre à la réponse. Donc en troisième partie, vous allez voir qu'il y a une zone qui permet de dire que vous respectez en fait tout ce qui est motif d'exclusion au marché public, c'est-à-dire que si vous avez financé le terrorisme, fait travailler des enfants ou des choses horribles de ce type-là, normalement, vous n'êtes pas éligible à gagner un marché public. Néanmoins, le DUM donc, va vous permettre de dire que soit vous respectez toutes ces conditions, donc effectivement, vous êtes éligible à passer à gagner ce marché, soit vous avez eu des casseroles, hein, pour parler vulgairement, mais vous avez entrepris des mesures de réhabilitation qui ont été conduites à leur terme, et donc, au vu de ce que vous avez fait, de votre réhabilitation, vous pouvez quand même candidater. Donc ça, vous allez pouvoir le mettre dans cette troisième partie du DUM. Et enfin, dans la quatrième partie du DUM, vous aurez la liste des critères de sélection du marché, donc les critères qu'aura choisi l'acheteur public pour vous évaluer. Donc les questions qui se posent à votre sujet, quel est votre chiffre d'affaires, quelles sont vos expériences antérieures, il y a tout un tas de catégories de questions dans le DUM, vous allez voir ça tout à l'heure quand on passera, si on a le temps, sur la partie démonstration. Et donc c'est là où vous allez pouvoir mettre en avant en fait les caractéristiques positives qui font de vous la meilleure entreprise pour conduire le marché qui est ouvert à la concurrence. Et donc une dernière partie qui n'en est pas vraiment une, où vous allez pouvoir faire l'équivalent en fait de votre déclaration sur l'honneur, disant que tout ce que vous avez renseigné plus haut dans le formulaire est fidèle à la réalité. Comme je le disais, la structure du DUM est prévue pour être exhaustive, puisqu'on a collé dedans en fait toutes les questions possibles et imaginables que pouvait se poser un acheteur public non seulement français, mais de n'importe où ailleurs dans l'Union européenne, pour évaluer des candidatures. Donc au final, ça aboutit à une cinquantaine d'items, en fait, de catégories, de questions à laquelle on peut répondre. Donc bien sûr, si vous partez bille en tête en vous disant je vais utiliser le DUM en complétant l'ensemble des champs qui existent dans le DUM, vous risquez de perdre du temps pour pas grand-chose. Alors il y a une stratégie qui existe, hein, qui est utilisée par certains, de compléter un DUM entier, de l'enregistrer et ensuite de le réutiliser à chacune de ces réponses à des différents marchés publics. Donc ça peut marcher, hein, ça peut être un moyen de rentabiliser l'outil. Maintenant, il faut voir que c'est une stratégie qui est à double tranchant, puisque si vous répondez de façon assez peu fréquente à des marchés publics, il y a de fortes chances que certaines des données que vous aurez renseignées dans votre DUM intégral brouillon, en fait, soient périmées au moment où vous répondrez à un marché, et donc que vous soyez obligé de mettre à jour ce que vous avez fait si vous êtes parti sur cette stratégie de DUM brouillon, où vous êtes fait un DUM complet pour la vie, en fait. Donc ça, c'est une stratégie qui va convenir essentiellement aux entreprises qui répondent très très fréquemment à des marchés publics ou qui ont des caractéristiques qui bougent assez peu dans le temps. Nous, ce qu'on vous propose, hein, plutôt comme bonne pratique, c'est plutôt d'utiliser le DUM en fait en réponse à un DUM acheteur, c'est-à-dire quand l'acheteur public a ciblé en fait ce qu'il attendait dans son appel d'offres, ce qui vous permet vous d'aller directement sur les questions qui l'intéressent
et donc de potentiellement remplir votre DUM en 5 minutes grand maximum. Donc pourquoi le DUM aujourd'hui, hein, parce que comme vous le savez, depuis le 1er octobre 2018, les acheteurs publics, donc les entités publiques, ont reçu l'obligation de publier de façon dématérialisée tout leur marché public de plus de 25 000 € au départ. Hein. Aujourd'hui, c'est un seuil qui a été élevé, je crois, à 40 000 €, sur des places de marché en ligne appelées profils d'acheteurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des sites, des portails en fait sur Internet, sur lesquels les entités publiques publient leur marché. Et donc, tous les marchés d'un montant un peu conséquent aujourd'hui sont censés être dématérialisés. Donc, pour aller de pair avec cette dématérialisation, il semblait logique de fournir des outils également dématérialisés et adaptés à la dématérialisation, ce que les DC1 et DC2 ne sont pas forcément, hein, puisqu'il s'agit de formulaires au départ en traitement de texte papier, qui sont souvent ensuite maintenant enregistrés, transformés en PDF ou pire, imprimés puis scannés. Voilà, donc on a choisi d'emblée de mettre en service le DUM à un format compatible avec la dématérialisation. Et c'est pour ça que ça vous donne un outil qui, de prime abord, va avoir un format un peu barbare, parce que c'est un format informatique, mais qui par contre va pouvoir être plus efficace informatiquement, surtout d'ailleurs pour les acheteurs publics en fait. On va voir ça tout à l'heure. Je vous ai mis pour information une petite carte indiquant certains des profils d'acheteurs qui existent, qui existaient en 2018 hein, quand cette réglementation a été mise en œuvre. Donc c'est peut-être plus la cartographie la plus à jour, mais ça vous donne une idée en fait du niveau de dispersion de ce type de portail aujourd'hui, ce qui impose aux entreprises hein, d'aller voir un petit peu à droite à gauche pour savoir ce qui se publie comme marché public dans leur région. Donc ça, on travaille actuellement à mettre en place des services qui permettent en fait à toutes ces plateformes de communiquer entre elles pour partager en fait tout ce qui est publication et avoir l'information à partir d'un seul point d'entrée. Ça, on va évoluer sur ces sujets-là, je pense, dans les mois et les années qui viennent. Donc le DUM en lui-même, du coup, a un format dématérialisé, je vous disais, qui du coup est un peu moche, hein, pour parler franchement, puisqu'il s'agit du format XML, qui n'est pas un format qui est fait pour être lu par un être humain directement au départ, et qui est le format que vous avez au milieu de l'écran, là, en bas. Un format informatique, donc, avec des balises qui enchâssent en fait des informations qui ont été saisies par l'utilisateur. Donc, vous, bien évidemment, vous n'aurez pas à le remplir directement à ce format-là. Hein. On a mis en place des outils qui vous permettent de saisir le DUM sous la forme d'un formulaire informatique assez classique avec des champs à compléter. Et derrière, ça va vous générer, une fois que vous aurez tout rempli, ce format-là qui va être le format officiel. Vous pourrez toujours l'afficher, votre DUM, à des formats plus immédiatement lisibles par des êtres humains, mais sachez que le format officiel, celui qui est réglementaire, celui qui va être utilisé finalement pour analyser votre réponse, ça sera toujours le fichier XML. Donc c'est toujours ça qu'il faudra mettre en priorité dans votre réponse. Vous allez avoir deux moyens de produire ce fichier-là aujourd'hui, soit d'aller sur les profils d'acheteurs, donc les sites sur lesquels sont publiés les appels d'offres, dont un certain nombre en fait disposent d'outils qui vous permettent de créer des DUM directement chez eux en fait. Soit dans le cas où les profils d'acheteurs ne proposent pas cette option, vous allez avoir un plan B que je vais vous montrer, qui va être d'aller sur Chorus Pro, site sur lequel nous avons mis à disposition un utilitaire qui permet de créer des DUM. Tout ça, derrière, va vous permettre de créer votre DUM et donc de le transmettre à votre client, soit sans sortir du profil d'acheteur si vous l'avez saisi sur le profil d'acheteur. Là, vous allez pouvoir simplement, par un circuit en fait sur le profil d'acheteur, ajouter votre DUM à votre réponse. Et par contre, si vous avez été le créer sur l'utilitaire de Chorus Pro, là, il faudra vous l'enregistrer sur votre ordinateur pour aller le déposer sur le profil d'acheteur de toute façon. Donc, bien entendu, hein, ce que vous pouvez retenir de tout ça aujourd'hui, c'est que si vous avez moyen d'utiliser le DUM directement sur votre profil d'acheteur,
c'est ce que je vous recommande de faire. Parce que ça vous évitera de manipuler le fichier derrière, d'aller faire des opérations manuelles en fait pour l'ajouter à votre réponse. Et aussi parce que sur les profils d'acheteurs, vous aurez des fonctionnalités supplémentaires que vous n'aurez pas sur l'utilitaire DUM de Chorus Pro. Tout simplement parce que sur un profil d'acheteur, quand vous répondez à un marché public, vous devez vous connecter, vous identifier avec un login et un mot de passe qui s'assure que vous êtes bien finalement l'entreprise qui répond au marché et pas un usurpateur. Donc, de ce fait, comme vous êtes identifié sur un profil d'acheteur, ça nous permet en fait de rapatrier des informations qui autrement seraient confidentielles sur votre entreprise automatiquement et donc de compléter automatiquement un certain nombre de champs du DUM et de récupérer automatiquement un certain nombre d'attestations. On verra la liste tout à l'heure, elle est dans la présentation PowerPoint. Ce qui vous évite, là encore, d'avoir à le faire manuellement derrière. Si vous allez sur Chorus Pro, on va le voir tout à l'heure, sur Chorus Pro, c'est un utilitaire qui est complètement déconnecté de tous les profils d'acheteurs. C'est un outil en ligne qui vous permet juste de créer votre DUM dans le vide, quelque part. Et derrière, il faudra que vous alliez le recoller dans votre réponse sur le profil d'acheteur manuellement. Donc, du coup, pour accéder à l'utilitaire Chorus Pro, on n'a pas mis en place d'identification. Vous n'avez pas besoin de vous connecter avec un login et mot de passe. Donc, théoriquement, n'importe qui peut utiliser cet utilitaire. Et de ce fait, on a limité finalement ce qu'on pouvait récupérer automatiquement comme information dessus pour éviter que l'utilitaire ne devienne un outil d'espionnage industriel qui permette d'avoir une information sur n'importe quelle entreprise qui ne soit pas de nature publique. Donc du coup, voilà, c'est pratique l'utilitaire Chorus Pro, ça permet aussi de se familiariser avec le DUM, mais ce n'est pas la meilleure option. Ça a été conçu comme un plan B au départ pour gérer tous les cas de figure où vous n'aviez pas le DUM accessible sur les profils d'acheteurs que vous utilisez. À partir du moment où vous avez un moyen d'utiliser le DUM sur votre profil d'acheteur, là où vous répondez, faites-le et n'utilisez Chorus Pro vraiment que pour tous les autres cas en fait, pour vous dépanner. Donc la différence, on vous a mis les fonctionnalités là en récapitulatif. Je regarde ma montre pour voir si j'ai un peu de temps. Oui. Les fonctionnalités entre les utilitaires de DUM sur Chorus Pro et puis sur les profils d'acheteurs. Vous voyez que sur les profils d'acheteurs, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et notamment des choses très importantes pour vous, qui vont être le rapatriement automatique d'informations dans votre formulaire de façon avancée avec des données non publiques qui vous permettent de gagner du temps sur le renseignement du formulaire. 2, la récupération d'attestations. Donc, vous allez pouvoir récupérer automatiquement sur les profils d'acheteurs les CABIS, attestations sociales, fiscales, Calibat, AGFIP, OPQ, IBI, cotisation MSA et retraite pro BTP, ce que vous ne pouvez pas faire sur l'utilitaire Chorus Pro. Et mieux encore, les entités publiques, en fait, elles vont pouvoir, même sans vous le demander, aller mettre à jour ces attestations sur le profil d'acheteur pour récupérer les versions les plus récentes. Et enfin, sur le profil d'acheteur, vous allez avoir une fonctionnalité que vous n'avez que sur les profils d'acheteurs qui va s'appeler le DUM simplifié. Donc le DUM simplifié, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une petite case en fait que coche l'acheteur public au moment où il fait son DUM acheteur, où il vous dit j'autorise l'entreprise à répondre en donnant uniquement 2 données, son chiffre d'affaires et ses effectifs. Derrière, les attestations seront rapatriées automatiquement et j'aurai tout ce qu'il me faut pour analyser ma réponse administrative. Donc, ça permet, là, dans ces cas-là, de répondre uniquement en donnant son chiffre d'affaires et ses effectifs. Donc, ça va très, très vite. Et c'est un des cas de figure où utiliser le DUM est vivement recommandé. Si vous tombez sur un appel d'offres où vous avez la réponse en DUM simplifié et que vous voulez quand même répondre en DC1, DC2, DC4, c'est que vous êtes un grand masochiste. Donc voilà un peu les différentes possibilités. Là, je vais passer vite sur les stratégies d'utilisation du DUM, les bonnes pratiques. Moi, ce que je vous préconise, c'est la stratégie centrale qu'on a mis en vert, qui est d'utiliser le DUM en fait à chaque fois que vous avez un acheteur public qui vous propose un DUM acheteur. Dans ces cas-là, ça vous permet de vous focaliser uniquement sur les questions, les lignes vertes finalement du petit schéma,
qui vous pose. Donc, s'il vous pose 3 questions, vous répondez à 3 éléments et ça vous permet de produire votre DUM en réponse, hein, DUM opérateur économique, et votre réponse administrative, voilà, elle est bouclée. Vous avez d'autres stratégies que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est de se faire dans l'absolu, en amont de tout appel d'offres, un DUM que vous complétez entièrement ou quasiment entièrement, et que derrière, vous utilisez en fait à chaque réponse. Mais ça, comme je vous le disais, ça présente des inconvénients, puisqu'il faut quand même mettre à jour les informations à l'intérieur de votre DUM, si votre chiffre d'affaires évolue, si vos effectifs évoluent, si vous avez des nouvelles expériences à mettre en avant, voilà, vous allez être obligé de tout mettre à jour. Donc, ce n'est pas forcément la stratégie qui va être la plus pertinente. Donc maintenant, je vais passer à une micro-démonstration pour vous montrer bien en contexte à quoi ça ressemble sur l'utilitaire DUM de Chorus Pro. Alors pourquoi l'utilitaire DUM de Chorus Pro? Parce que c'est celui auquel on a accès le plus facilement et ça permet quand même de se faire une idée de à quoi ressemble le DUM. Et je vais vous montrer du coup, si j'arrive bien à sortir de ma version PowerPoint. Alors attendez, j'ai un ordinateur un peu rétif là. Voilà. Donc, quand vous allez sur Chorus Pro, vous avez un lien vers l'utilitaire DUM. Vous pouvez le trouver directement, hein, pardon. Si vous faites une recherche Google et que vous tapez DUM, il vous ramène la page de l'utilitaire DUM Chorus Pro assez haut dans la recherche. Et donc, quand vous arrivez sur cet utilitaire, vous avez la possibilité de dire qui vous êtes, un acheteur public ou une entreprise. Vous êtes une entreprise a priori, hein, donc c'est ce qu'on va cliquer. Petit mot, hein, qui est dans le support de présentation, vous n'avez pas besoin de vous identifier avec des logins mots de passe ou de vous créer de compte sur Chorus Pro pour pouvoir accéder à ça, hein. Vous avez un bouton qui vous mène sur cet endroit-là et vous n'avez pas besoin de vous identifier. Donc, vous cliquez sur Entreprise et vous avez plusieurs possibilités qui sont affichées. Créer un DUM, fusionner deux DUM, répondre à des DUM, réutiliser des DUM, etc., etc. Donc, créer un DUM, c'est ce qui vous permet de créer un DUM à partir de zéro. Comme je le disais, ce n'est pas vraiment la stratégie qu'on recommande. Donc là, le bouton qui vous sera le plus utile, c'est répondre à un DUM. Donc répondre à un DUM, ça vous propose en fait de répondre à un DUM acheteur que vous avez donc trouvé dans votre appel d'offres. Et donc, il vous demande de déposer le DUM acheteur de votre client dans ce petit champ-là. Donc, vous allez faire ça. Je vais prendre un DUM acheteur, hop, sur mon ordinateur. Je le mets ici. Ça vous demande, excusez-moi, de renseigner votre SIRET. Donc, je vais me trouver un SIRET que je me suis noté, voilà, ici, pour la démonstration. Et alors là, manque de chance. Voilà. Alors, l'outil est taquin. Ah oui, je fais des bêtises. Excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi. J'essaye de renseigner le SIRET dans le champ qui permet de sélectionner le DUM. Pas bien réveillé ce matin. Voilà. Donc, vous renseignez votre SIRET, vous déposez votre DUM, vous faites suivant et ça va vous amener sur le formulaire. Donc, le formulaire, vous allez reconnaître un peu les grandes parties que j'évoquais tout à l'heure. Vous allez arriver au départ sur la partie qui est normalement renseignée par l'acheteur public. Donc, il ne rapatrie pas toujours très bien ce que l'acheteur public a fait, mais on voit quand même l'essentiel, hein, c'est que là, on est sur un marché construction d'une centrale nucléaire. Donc, très bien. Ça, ce n'est pas à vous de le renseigner, donc vous passez. Et vous allez entrer dans le vif du formulaire, en fait. Là, il va vous demander de vous identifier. Donc, manque de bol, le SIRET que j'ai choisi pour ma démo, il ne marche pas bien. Pourtant, je l'avais testé hier. Il n'a pas rapatrié les champs, les champs automatiquement. Alors là, normalement, quand il reconnaît votre SIRET, ce qui est le cas d'habitude, là, j'ai pas de chance, il vous rapatrie automatiquement les informations publiques sur votre SIRET, sur votre entreprise. Donc vous n'avez pas besoin de les ressaisir normalement. Là, j'ai eu un petit problème, visiblement, il ne les a pas reprises. Donc, je vais marquer des bêtises, hein. Mais ça, c'est ce qui correspond à votre identité, en fait, à l'identité du répondant à l'entreprise, dans l'entreprise.
Vous avez une zone d'information générale qui, là, de toute façon, n'est jamais complétée automatiquement, où vous pouvez dire le genre de choses que vous pouviez dire dans les DC1, DC2, c'est-à-dire est-ce que vous êtes une micro-entreprise, est-ce que vous répondez dans le cadre d'un marché réservé, donc si vous êtes une entreprise sociale, etc. etc. Vous allez avoir des informations sur le représentant de l'opérateur économique, c'est-à-dire la personne qui représente l'entreprise qui répond, hein, vous en l'occurrence. Et puis, des informations sur la sous-traitance et le recours à d'autres entités. Donc là, vous allez pouvoir dire si vous faites appel à des sous-traitants. Donc, si vous faites appel à des sous-traitants, ils vont vous demander de donner leur nom. Et derrière, chaque sous-traitant, comme je le disais tout à l'heure, va devoir se compléter un DUM pour le mettre lui aussi à l'appui de votre réponse à l'appel d'offres. Donc, il faudra qu'ils vous donnent leur DUM et vous mettrez l'ensemble des documents en pièce jointe à votre réponse. Donc là, j'ai dû oublier de compléter une information parce qu'il ne veut pas. Oui. Toc, 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 toc. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Excusez-moi. Bon, j'ai pas de chance ce matin. Je vais revenir en arrière parce que là, il me fait un truc bizarre. Excusez-moi. J'aimerais bien pouvoir vous montrer en fait la partie. Je vais prendre un autre SIRET parce que j'ai peut-être choisi un SIRET qui a été supprimé. Comme on fait des démonstrations avec des données réelles, derrière on prend des vieux SIRET et parfois l'entreprise. Vous voyez là ça a marché. Hein, j'ai un rapatriement des données des répondants avec le nom. Donc tout ça, j'ai pas à le remplir normalement. Et voilà, là ça va marcher. Donc c'est moi qui avais fait une bêtise, j'avais pris un SIRET inactif sans doute. Là vous arrivez sur la partie des critères d'exclusion. Je vous rassure, on a bientôt fini. Hein. Donc là-dessus, vous avez la possibilité, soit vous ne regardez pas, vous dites moi j'ai jamais de casserole réglementaire, enfin légale, juridique, donc je laisse cocher à oui par défaut. Soit je suis quelqu'un de très honnête et je sais que j'ai financé le terrorisme et que c'est mal et je veux le dire. Je peux dire que j'ai une infraction terroriste de mon côté. Et ça, c'est pas juste pour rigoler qu'on le met, c'est-à-dire que c'est pour vous permettre d'expliquer que bah oui, vous avez été condamné, hein, vous pouvez mettre la date de la condamnation, et vous pouvez mettre la période d'exclusion des marchés publics pour bien montrer que vous en êtes sorti. Et puis, vous pouvez dire que vous avez pris des mesures d'auto-réhabilitation. Donc, si vous cochez sur oui, là, on vous permet de renseigner tout ça. Donc voilà, pour l'anecdote, hein, c'est pas pour rien qu'on demande tous ces éléments, c'est parce que même si il faut être propre hein, pour répondre à un marché public, il y a quand même des dispositifs qui permettent aux entreprises réhabilitées de candidater. Donc une fois qu'on a fait ça, on arrive sur les critères de réponse. Rappelez-vous, hein, là je fais une réponse à un DUM acheteur, donc je n'ai que les questions que se pose l'acheteur public. Donc là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande mon chiffre d'affaires. Ok, très bien. Donc 56 millions d'euros. Je peux dire que c'est du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. Voilà. Je pourrais rajouter hein, des lignes supplémentaires si je voulais, mais là, si on me demande qu'une, je laisse ça. Et puis, on me demande de décrire les principaux travaux exécutés antérieurement, hein, puisque là, je suis sur un marché de construction de centrales nucléaires, donc je peux dire, bah voilà, construction d'un site de raffinage d'uranium
en Corée du Nord. Je peux donner le montant de mon marché, la date à laquelle je l'ai fait, les bénéficiaires, etc., etc. Et si je veux renvoyer en fait sur des informations disponibles sur un site internet, hein, puisqu'on ne peut pas mettre de pièces jointes directement dans le formulaire, je peux l'indiquer ici. Bah voilà, je peux indiquer le site où j'ai mis tous les détails de cette opération, un code d'accès pour y accéder si jamais il est sécurisé, et j'ai complété mon DUM. Hein. Là, j'ai fini. Donc, vous voyez, en moins de 5 minutes, c'est possible de répondre si le travail a été bien fait en amont par l'acheteur. Donc là, j'ai simplement sur la dernière partie à dire que je déclare sur l'honneur que les informations fournies sont exactes et j'ai un DUM qui a été créé. Donc je peux le prévisualiser là, mais ça n'a pas grand intérêt. Je fais finaliser, ce qui permet de créer vraiment le DUM, de l'enregistrer. Et là, je peux me le faire envoyer soit par courriel, si je saisis mon adresse mail ici, soit le télécharger, donc au format XML tout seul ou XML plus PDF, hein, si je veux avoir la version lisible immédiatement pour mémoire. Sachez toutefois que la version qu'il faut mettre en appui à votre réponse, c'est la version XML, donc la version informatique. Donc je télécharge ici, hein, j'enregistre sur mon ordinateur et après je peux faire la réponse. Donc je vais l'ouvrir pour vous faire peur. Non, il ne veut pas. J'ai déjà, ah oui d'accord, j'ai déjà un truc ici. Ouais, il n'a pas d'application pour lire directement le XML sur cet ordinateur, c'est pas grave. Ça vous donne un truc qui est moche. Hein. C'est ce qui était sur l'écran de la présentation. Donc voilà comment nous on vous préconise de répondre à un DUM. Derrière, ça permet à l'utilisateur, à l'acheteur en fait, aussi d'analyser les réponses, ce qu'il ne peut pas faire en format informatique, en format papier, je veux dire sur les DC1, DC2 autrement que de façon assez artisanale. Hein. Par exemple, là, si je me positionne comme l'acheteur public, je fais analyser des réponses, je mets soit le fichier du DUM XML que m'a transmis mon client, soit je mets son petit nom, puisque chaque DUM a un petit nom. Là, j'ai copié-collé le nom de mon DUM. Je remets mon DUM acheteur pour comparer. Et puis là, je peux, en appuyant sur plus, hein, je peux rajouter des DUM d'autres entreprises pour voir s'ils ont répondu correctement. Et ça, derrière, moi, en tant qu'acheteur public, ça va me faire des petits tableaux qui vont me montrer, bah voilà, qui a répondu à mes questions et qu'est-ce qu'il a répondu. Donc, je vois tout de suite que là, il y a sur les deux DUM opérateurs économiques que j'ai rajoutés, il y en a un qui n'a pas du tout répondu aux questions que je me posais, donc lui, il risque d'être éliminé assez rapidement. Les autres, ils ont répondu et on peut comparer ligne à ligne vraiment ce qu'ils ont mis en fait. Donc voilà pour information, hein, le genre de petites choses qu'on peut faire avec l'utilitaire DUM. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez, si vous avez envie de vous familiariser, jouer avec cet outil, puisque comme je le disais, c'est une sorte d'outil qui n'est pas lié au profil d'acheteur. Donc tous les DUM que vous créez là-dessus, si vous ne les transmettez pas derrière, bah, ils resteront là-dessus. Donc vous pouvez vous en servir pour vous familiariser avec l'outil. Il n'y a pas d'incidence hein, à la création de DUM. Si vous avez fait des erreurs sur un DUM que vous avez fait là-dessus, vous pouvez aussi les corriger hein, en allant sur le bouton réutiliser un DUM, où là vous mettez le fichier que vous vous êtes généré. Donc je vais le mettre plutôt par son petit nom. Vous faites suivant et il vous remet le formulaire avec tous les champs accessibles en modification pour corriger ce que vous avez envie de corriger. Donc vous voyez, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. Donc je vais en venir à la conclusion et j'aurais quasiment tenu le temps réglementaire, un temps record. Donc ce que je voudrais que vous reteniez bien dans tout ça, hein, c'est que le DUM aujourd'hui, il est potentiellement, il peut faire peur. Hein, là, je ne vous ai pas montré le format global sans filtrage par les acheteurs, mais il y a une quarantaine de champs à compléter dans ces cas-là, donc ça peut être long. Donc nous, évidemment, ce qu'on vous dit, c'est de préférence, si vous voulez vous en servir intelligemment, vous le complétez directement sur les profils d'acheteurs et en réponse à un DUM acheteur, ce qui vous permet de cibler et donc d'aller beaucoup plus vite. Ou alors, vous faites du DUM simplifié, qui est quelque chose qui n'existe que sur les profils d'acheteurs et qui vous permet juste de répondre en mettant votre chiffre d'affaires, vos effectifs, et derrière, vos attestations sont rapatriées automatiquement. Donc voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui, hein, vraiment.
de la façon d'utiliser un DUM intelligemment. Je vois qu'il y a des questions qui passent, alors on va les prendre à l'oral, mais j'en vois une là qui est passée à l'écrit à l'instant sur est-ce que les acheteurs ont l'obligation d'utiliser des DUM acheteurs aujourd'hui et de les fournir? Non, puisque le DUM n'est pas obligatoire ni pour les acheteurs ni pour les entités privées. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent continuer à publier des appels d'offres en demandant des DC1, DC2, du coup ne mettent pas de DUM, hein, ou ceux qui juste ont eu la flemme ne mettent pas de DUM. Donc vous n'avez pas des DUM acheteurs sur tous les appels d'offres. Moi, les dernières stats que j'avais vues sur le sujet, il y avait même en proportion, hein, c'est encore une minorité, le nombre d'appels d'offres avec des DUM. Maintenant, vous avez localement en fait des régions, des entités publiques qui sont très utilisatrices du DUM. Typiquement, et c'est pas une surprise parce que c'était une des entités utilisatrices, enfin expérimentatrices de l'outil à l'époque où on le concevait. Vous avez la région du Grand Poitiers qui a tendance, enfin le Grand Poitiers, pardon, c'est pas une région, qui a tendance à proposer beaucoup le DUM simplifié, par exemple. Donc, si vous travaillez avec eux, il y a de fortes chances que vous ayez des DUM. Un dernier point, et puis ensuite je vous prends vos questions. Si vous voulez des informations sur le DUM et sur les marchés publics en général, moi je vous conseille très chaleureusement en fait d'aller voir le site de la Direction des affaires juridiques des ministères financiers, qui a une page où elle publie ce qu'elle appelle des guides très pratiques de la dématérialisation des marchés publics, qui sont des sortes de FAQ très complètes sur tout le volet juridique, hein. Vous vous posez souvent des questions sur des aspects juridiques du DUM. Là, prioritairement, je vous conseille d'aller voir ça dans ces guides. Vous pouvez les retrouver assez facilement, hein, sur une recherche dans un navigateur en tapant guide très pratique de la dématérialisation. Et là-dedans, il y a vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir pour répondre à des marchés publics de façon dématérialisée. Donc, pas seulement sur le DUM, mais sur tous les autres sujets, la signature électronique, ce genre de choses. Vous avez tout qui est là-dedans. Et c'est extrêmement fiable puisque ça a été fait par une direction des affaires juridiques quand même. Donc, c'est quelque chose de très carré. Moi, je vous encourage vraiment chaudement à aller voir tout ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je m'excuse, hein, pour le débit de moulin à parole. J'espère que la présentation était suffisamment claire pour vous. Je sais que certains d'entre vous, je reconnais des noms là, connaissent déjà bien le DUM. Je vois qu'il y a des questions humoristiques sur la notion de très pratique. Je vais vous laisser la parole pour les questions, enfin laisser la parole au co-animateur pour les questions. Merci Julien. Oui, en effet, on va prendre les questions directement à l'oral. Donc, je vais laisser Célia, ma collaboratrice, commencer par la question de Monsieur Arnoux. Alors, donc, est-il possible de renseigner le DUM sur Chorus, puis de l'injecter dans le profil acheteur pour l'affiner? Alors, c'est pas, à ma connaissance, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que si vous le faites sur Chorus Pro, vous avez peut-être des profils d'acheteurs qui proposent ce type de fonctionnalité, mais c'est pas forcément intelligent de le faire comme ça. Comment vous dire? Nous, on représente l'Agence pour l'informatique financière de l'État et heureusement ou malheureusement, on n'est pas gestionnaire de tous les profils acheteurs. On est même gestionnaire que d'un seul, qui est le profil place, hein, qui est le profil d'acheteur de l'État central français. Donc, derrière, on n'a pas la main sur ce que proposent les différents profils d'acheteurs en termes de fonctionnalité. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de profil d'acheteur qui propose ce type de choses, parce que théoriquement, hein, ça pourrait se faire. Maintenant, je pense que c'est assez improbable et que surtout, quand vous avez des profils d'acheteurs qui proposent le DUM et les réponses par DUM, il vaut mieux faire tout d'emblée sur le profil d'acheteur, plutôt que de faire la moitié sur Chorus Pro, puis ensuite d'aller le prendre et le déposer sur le profil d'acheteur si vous proposez déjà. Puisque si vous faites ça, vous allez perdre le bénéfice du rapatriement automatique d'attestation et de ce type de choses-là. Donc, je vois bien un cas, hein, où ça pourrait être intéressant de faire ce que vous suggérez, hein, qui est le cas où vous vous êtes fait un DUM brouillon et que vous voulez le réutiliser ensuite, y compris sur profil d'acheteur. Maintenant, comme on n'a pas la main sur l'ergonomie des différents profils d'acheteurs, je ne peux pas vous mettre ma main à couper que vous pourriez faire ce genre de choses. Donc,
la réponse de base que je vous donnerai, c'est quand même de préférence sur profil d'acheteur. S'il vous propose le DUM, des utilitaires de saisie de DUM, faites-le de bout en bout sur le profil d'acheteur. C'est le plus courant en fait. Partez pas du principe que vous allez pouvoir faire votre DUM sur Chorus Pro et puis le corriger sur le profil d'acheteur. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. On va continuer les questions. Donc, on avait une question de Thomas Chéramy et de Françoise Desforges qui sont assez similaires. Je vais vous lire la première. Nous répondons à la plupart du temps en groupement dont nous ne sommes pas le mandataire. C'est le mandataire qui transmet les documents sur le profil acheteur. Chorus semble donc plus adapté pour créer le DUM. C'est une question. Alors oui et non, enfin, là encore, ça va dépendre de l'ergonomie des profils d'acheteurs, de ce qu'ils ont mis en place comme outil de saisie. Mais c'est vrai que dans l'absolu, si vous ne savez pas trop ce que le profil d'acheteur permet en termes de fonctionnalité, effectivement, le plus simple, c'est peut-être pour vous de créer votre DUM sous-traitant ou co-traitant sur l'utilitaire Chorus Pro et puis de le donner ensuite à votre titulaire mandataire pour qu'il lui mette tout et il concentre tout sur le profil d'acheteur. Merci. Donc, je vais quand même poser la deuxième question pour être sûr voilà, pour être sûr que ces deux personnes aient la réponse à leur question. Donc, c'était une question de Françoise Desforges. Nous répondons souvent en groupement qu'il n'y a pas de DUM acheteur de proposer dans l'AO, que le mandataire de l'équipe ne répond pas avec le DUM en tant que co-traitant. Puis-je répondre avec le DUM au sein du groupement ou bien cela n'est pas conseillé? Alors, juridiquement, c'est possible, puisque, comme je le disais, le DUM est interchangeable avec les anciens formulaires français, DC1, DC2. Donc, vous pouvez répondre avec le DUM. Est-ce que c'est conseillé? Alors ça va dépendre du type d'info que vous avez dans l'appel d'offres. En fait, même si l'acheteur n'a pas mis de DUM acheteur, s'il spécifie quelles sont les données qui l'intéressent et qu'elles sont limitées à, par exemple, chiffre d'affaires effectif, ça peut arriver, hein. Là, ça vaut peut-être le coup de répondre en DUM puisque ça ira assez vite à compléter, plutôt que de refaire un DDC1, DC2. Mais s'il n'y a rien de spécifié, en fait, si vous êtes dans le flou par rapport à ce qui est attendu, c'est peut-être mieux de rester sur du DC1, DC2 traditionnel. Donc ça va être en fonction des circonstances, en fait. Il n'y a pas de règle absolue, il va falloir s'adapter un peu au contexte s'il n'y a pas de DUM acheteur. Sachant que de toute façon, s'il n'y a pas de DUM acheteur, en général, il vaut mieux pas être original et faire des DC1, DC2, malheureusement. Moi, ça me fait un peu de peine de dire ça, mais s'il n'y a pas d'informations qui vous permettent de cibler les réponses auxquelles vous devez répondre, vous n'allez pas les inventer, vous n'allez pas jouer à la roulette russe en vous disant bah, tiens, je vais mettre juste le chiffre d'affaires et quelques expériences et puis on verra si ça leur va. Dans ces cas-là, dans le doute, le plus prudent, c'est effectivement de renseigner des formulaires complets. Voilà. Autre question? Oui, alors nous avons une autre question donc, de Vincent Albaric. Mais du coup, il faut faire un DUM sur chaque profil d'acheteur. Alors, en fait, il faut faire un DUM. Techniquement, il faut faire un DUM sur chaque marché, hein, puisque un DUM est lié à une réponse spécifique à un marché. Donc, si vous partez sur une stratégie de DUM brouillon global hein, que j'ai évoqué un peu tout à l'heure et que je ne conseille pas, qui est de faire un DUM où vous complétez toutes les questions et vous mettez derrière ça en appui à toutes vos réponses, ça peut braquer certains acheteurs parce qu'ils vont se dire ah mais là je vois un DUM avec la mention d'un marché mais c'est pas le mien, donc du coup ça veut dire que l'entreprise en face a pas regardé réellement mon appel d'offres et qui se contente juste de copier-coller un truc qu'il a fait pour un autre marché. Ça, j'en ai vu hein, des acheteurs comme ça qui, du coup, étaient un peu vexés, entre guillemets, à tort, hein, à mon sens, mais bon, voilà, c'est humain. Donc, en fait, théoriquement, un DUM correspond à un marché. Maintenant, c'est vrai que si vous avez des cas où les acheteurs publics ne ciblent pas ce qu'ils veulent tout en demandant des DUM, donc vous êtes obligé de vous coltiner le DUM entier
et où finalement la seule page qui permet de distinguer vraiment ce à quoi vous répondez entre différents marchés, c'est la première page, qui est la page normalement de la responsabilité de l'acheteur, hein, que là, du coup, si elle est complètement vide, vous pouvez décliner. C'est vrai qu'il y a assez peu d'infos qui divergent, et vous pourriez réutiliser des DUM. Maintenant, en répondant, je crois que je me suis éloigné très loin de la question et je me dis, mais mince, à quoi je répondais? Vous pouvez répéter la question? C'est un peu idiot comme question, comme réponse, mais s'il vous plaît. La question, c'était, mais du coup, il faut faire un DUM sur chaque profil d'acheteur. Ouais. Non, pas forcément, non, parce que, enfin, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que il faut que votre DUM soit décliné en fonction du marché. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec le format, que vous pensez à mettre à jour en fait la première page, qui est certes normalement de la responsabilité de l'acheteur, en mettant en fait les spécifiques du marché auquel vous répondez sur chacun de vos DUM, vous pouvez très bien faire un DUM sur un profil d'acheteur. Si vous le récupérez au format XML sur votre ordinateur, vous aurez besoin simplement de changer la première page, la première partie du formulaire, en disant bah, le DUM que j'ai pris, c'était DUM marché 1. Je vais remplacer sur la première page marché 1 par marché 2 avec les données du marché 2. Donc, je modifie légèrement ce DUM de base que j'ai fait et je peux aller le déposer sur un autre profil d'acheteur pour répondre à un autre marché. C'est-à-dire que la réponse en fait à votre question, c'est on pourrait presque réutiliser un DUM sur plusieurs profils d'acheteurs, mais il faut quand même les décliner un minimum. Voilà, je ne sais pas si ça clarifie le point. C'est possible en fait d'aller faire des DUM et de les réutiliser sur différents profils d'acheteurs, mais il faut quand même les décliner un minimum à chaque fois. Voilà un peu comment on peut répondre à cette question. Merci beaucoup. Donc, on va continuer en essayant de rester dans le timing. Après, si ça dépasse, mais voilà, on essaie quand même de répondre au maximum de questions. Il y avait une question de Monsieur Lafargue. Peut-on transmettre la version PDF du DUM plutôt que les DC1 et DC2 si le reste de l'équipe répond sur des bonnes vieilles CD? Non, en fait, puisque malheureusement, ce qui est considéré comme la réponse juridiquement valide en termes de format DUM, c'est le format XML, qui est le format informatique. Donc, vous pouvez transmettre le PDF, mais si vous le faites, il faut joindre le XML, obligatoirement. Bon, si vous pouvez joindre un PDF, vous pouvez joindre un XML. Par contre, là, on parle de dématérialisation, attention. Je le dis parce que c'est des choses qu'on a observées, ça existe. Il y a des gens qui s'impriment le formulaire DUM et qui se débrouillent pour le rescanner derrière, enfin des choses atroces. Ne faites pas ça. Vous, si vous mettez un DUM en pièce jointe à un appel d'offres, vous mettez le fichier XML sous forme de fichier XML, c'est-à-dire vous n'y touchez pas, vous l'enregistrez sur votre ordinateur, ensuite vous le déposez sur le profil d'acheteur, ou vous l'enregistrez sur un CD ou ce que vous voulez, mais vous amusez pas à imprimer, scanner des DUM, ça n'a aucun sens, par contre. Merci beaucoup. Nous avons une autre question, donc cette fois-ci de Philippe Sébastien. Faut-il s'attendre dans les années à venir à l'abandon des formulaires DC1 et DC2 au profit du DUM? Alors ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre puisque c'est du ressort notamment de la direction des affaires juridiques, des ministères financiers. Donc c'est une question qui s'est posée et qui continue sans doute à se poser. Moi, je ne les ai pas vus depuis un moment, donc je ne peux pas vous dire où ils en sont de leur réflexion. La question de l'obligation du DUM aujourd'hui, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Donc, est-ce qu'il deviendra obligatoire un jour? Moi, je peux vous répondre qu'à titre personnel, en disant que ça serait logique qu'un jour on arrive sur un format unique plutôt que de se disperser entre des DC1, des DUM et compagnie. Maintenant, ça n'engage que moi. Donc, on ne peut pas dire, en fait. On ne peut pas vous dire s'il sera obligatoire un jour et quand il sera obligatoire. Aujourd'hui, on n'a pas l'information.
Donc, plutôt que vous dire des bêtises, on vous dit juste qu'on ne sait pas. Alors, il y a également un commentaire qui rejoint aussi un autre commentaire de Françoise Desforges, donc un commentaire de Monsieur Arnaud. Si je comprends bien, il faut faire une DUM à chaque consultation et donc retaper toutes les informations que l'on aura déjà remplies sur de précédentes consultations. Donc, le but étant qu'il veuille essayer de gagner du temps. Non, alors du coup, c'est triste pour moi parce que ça veut dire qu'on n'a pas forcément compris mon message, hein. Peut-être aussi parce que j'ai pas, pour tenir le temps, j'ai pas fait toute la démonstration en entier, mais vous pouvez en fait, ça je l'ai montré quand même à la fin, vous pouvez repartir d'un DUM que vous avez déjà fait pour simplement corriger ce qui a changé à la marge. Donc vous n'êtes pas obligé de ressaisir à chaque fois la totalité des informations du DUM. Vous prenez un DUM que vous avez fait, je vais prendre si je l'ai encore en mémoire. Est-ce que je l'ai toujours? Oui. Vous prenez un outil, vous allez sur l'utilitaire DUM par exemple, vous faites réutiliser un DUM là, coller, vous mettez son petit nom où vous déposez le fichier, et alors là évidemment l'outil fait le rebelle parce que j'ai dû me mettre en acheteur. Bon, je suis trahi par la technique visiblement. C'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Tac. Voilà. Et là, j'ai mis un du master, donc forcément, ça ne marche pas. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Et ça vous affiche le formulaire, mais le formulaire, il est déjà complété avec ce que vous avez mis, dans votre réponse. Et donc, vous pouvez simplement corriger en fait les éléments qui changent. Et derrière, si vous cliquez sur suivant, suivant, suivant jusqu'au bout du processus, quand vous allez enregistrer, ça va vous enregistrer un nouveau DUM, mais uniquement avec les données corrigées. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout retaper systématiquement. Vous pouvez vous contenter en fait de modifier uniquement les choses qui changent. Et s'il y a des choses qui changent, il est logique de les modifier. Donc, vous n'êtes pas obligé de repartir à zéro à chaque fois, surtout pas. Voilà. Autre question? Alors oui, il donne un commentaire là qui dit effectivement que le gros du travail de mise à jour, hein, c'est notamment sur les références où évidemment, en fonction du marché auquel vous répondez, les acheteurs vont s'attendre à des références probablement différentes. Quoique moi, pour avoir dépouillé quelques marchés publics, je suis tombé plusieurs fois sur des appels d'offres où l'entreprise s'était pas trop foulée au niveau des références et visiblement avait fait des copier-coller un peu sauvages. Donc, ça existe, mais c'est vrai que la bonne pratique, si vous avez envie de gagner votre marché, c'est quand même d'adapter les références à la consultation. Donc, il y a de la ressaisie dans ces cas-là, forcément. Mais il y aurait de la ressaisie également avec des DC1, DC2. Donc, là-dessus, on est à égalité entre les différents formats. Oui, pardon, je vous ai coupé au moment où vous alliez poser une des questions. Non, non, pas de souci, c'était ce commentaire, en effet, c'était celui-ci. Et il y a un autre commentaire de Madame Desforges. En effet, ce serait souhaitable dans l'avenir que tout devienne uniforme pour tous. Cela nous simplifierait la gestion des appels d'offres. Alors, on est d'accord hein, sur ça, mais comme je vous disais, on ne maîtrise pas forcément tous les éléments du sujet. Donc, côté Agence pour l'informatique financière de l'État, on est toujours force de proposition hein, en interne à l'administration, à travers les outils qu'on met en œuvre, les fonctionnalités qu'on fait évoluer pour aller vers plus de simplicité pour les entreprises. Maintenant, sur les sujets réglementaires, on n'a pas forcément la main. Donc ça, seul le temps, l'avenir nous dira si on va vers une unification des formats sur les réponses administratives ou pas. Et comme je vous le disais, sur les questions d'accès dispersé à la commande publique, il y a des travaux en cours aujourd'hui pour simplifier les choses, hein, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, des fonctionnalités qui permettraient à partir d'un seul profil d'acheteur d'avoir accès à l'ensemble des appels d'offres, au moins en consultation, pour voir ce qui se publie sans avoir à aller se connecter sur 50 profils d'acheteurs différents. Donc, on progresse lentement,
C'est notre objectif de simplifier la vie des entreprises parce que derrière, il en dépend la performance économique du pays et que c'est aussi important pour l'État, hein, puisqu'on on est financé aussi par les résultats des entreprises, hein. Donc c'est un cercle, hein, tout le monde est dépendant des autres. Et donc on essaye de simplifier les choses, mais on n'a pas, nous, côté AIFE, la main sur tout, et c'est très bien, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces explications, pardon, et pour voilà, toutes ces précisions. Donc, on a vraiment essayé de répondre au maximum de questions pour voilà, pour que ça vous aide dans votre quotidien. Et dans tous les cas, les informations vous seront communiquées, donc c'est-à-dire la présentation et voilà, toutes les informations de la présentation vous sont communiquées, ainsi que les liens annexes pour vous aider dans cette démarche. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, Julien, que vous vouliez peut-être préciser avant qu'on puisse clôturer le webinaire? Non, bah, j'espère que vous aurez retenu les éléments clés de la présentation, hein, c'est-à-dire comment utiliser le DUM intelligemment et comment, dans quel cas aussi ça vaut pas le coup de s'en servir. Si vous avez ça bien en tête, bah, j'espère que vous allez avoir tous beaucoup de succès dans vos réponses à appel d'offres et que vous saurez bien utiliser le DUM quand il est efficace. Et notamment, hein, si vous avez possibilité de faire du DUM simplifié, là, allez-y les yeux fermés, hein. Puisque vraiment, c'est le plus rapide qu'on puisse imaginer. Voilà, je vous remercie en tout cas pour ce temps d'échange et je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Super, bah merci beaucoup à vous pour le temps dédié à ce webinaire et merci à tous d'avoir participé. Donc, je vous souhaite et on vous souhaite tous une très bonne journée et à bientôt pour d'autres événements Intech et Intech Service.